Zigzag Café, Alexandre, bonjour, passez un bon week-end je suppose. Un café pour le docteur Beat Richner qui sera notre invité cette semaine. Vous allez découvrir un extraordinaire personnage qui a 3 passions. Sa première passion, c'est les enfants et la médecine. Sa deuxième passion, c'est le Cambodge. Sa troisième passion, c'est le violoncelle. Vous mélangez le tout, vous agitez et ça donne Beat Richner. Vous verrez, c'est pas triste, c'est même tout à fait extraordinaire. Et puis, on peut préciser qu'on salue naturellement tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous sont fidèles, mais qu'on peut dire que, étant un peu snob, en lisant Cambodge Soir, eh bien, nous figurons également dans Cambodge Soir. Absolument, absolument. Voici l'un des derniers Cambodge Soir. Vous le voyez là, je crois. Eh bien, c'est vrai que j'ai eu la surprise la semaine dernière, en page 5, de découvrir que Zigzag Café passerait donc à 16h, 16h05 au Cambodge, tous les jours, du lundi au vendredi, 17h, heure de Singapour. Donc, n'hésitez pas à nous suivre au Cambodge comme ailleurs. Et c'est dire qu'on salue également les téléspectateurs d'ailleurs, et en particulier peut-être aujourd'hui ceux du Cambodge. Alors, avant que nous fassions, et nous allons faire connaissance, parce que ça c'est un retard qu'il faut rattraper. Beat Richner, en Suisse alémanique, c'est une star. C'est quelqu'un que l'on connaît très très bien, on sait son engagement depuis longtemps. Suisse romande, il faut dire qu'on a un tout petit peu de retard. Alors, regardez déjà de quelle manière, lui, il essaye de convaincre les téléspectateurs du monde entier, d'ailleurs, qu'il faudrait qu'on lui donne un coup de main. Okay. I am the doctor, PC 860699.1. We still need money, just your money. I am the doctor, PC 860699. Do you remember this very number? I am the doctor, PC 860699.1. We still need money, just your money. Why poor children should not have the right of getting drugs and care, being good enough to save the children living in a richer world? Why? Do you remember? Why? I really wonder. Why poor children should not have the right of getting drugs and care, being good enough to save the children living in a richer world? Why? Do you remember? Why? I really wonder. I am the doctor, PC 860699.1. You will remember, we don't surrender. I am the doctor, PC 860699.1. We still need money, just your money. I am the doctor, PC 86. Thank you. Thanks a lot. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne suis pas sûr que vous connaissez beaucoup de médecins qui pratiquent à la fois le violoncelle et l'humour de cette manière. Une belle séquence, ça, non? Vous aimez l'humour, vous aimez faire passer le message, mais un peu différemment? Oui. C'est l'histoire de cette chanson. À la télévision suisse, c'est interdit de dire le conte. Mais par contre, si vous parlez une langue étrangère à la télévision suisse, il faut toujours traduire. C'est pourquoi j'ai fait cette chanson en anglais. Et puis, il faut traduire chaque fois le conte. Oui, pour
Ramasser l'argent, oui. Bon, allez, on salue nos invités, Georges Gachot, parce que vous, grâce à vous, il y a cette séquence. Grâce à vous, il y a un film que l'on pourra voir ce soir sur le deuxième programme de la télévision suisse romande à 20h10, qui est justement consacré au Cambodge et au docteur Richner. On fait un travail en parallèle, là, qui est superbe. Et puis, vous êtes avec nous, Monsieur Pitloup, parce que vous êtes un peu le pendant suisse, roman en particulier. Vous devez gérer, trouver des fonds, porter un appui, c'est ça? C'est exact. Ayant vécu en Suisse allemande, ayant eu la chance de connaître la personnalité du docteur Richner, en fait par les médias, après l'avoir rencontré au Cambodge, je me suis dit, mais il est temps de faire quelque chose pour que la Suisse romande aussi connaisse le docteur Richner. D'accord. On va avancer un tout petit peu dans sa carrière, Alex, parce qu'il faut qu'on fasse la connaissance du docteur Richner. Vous êtes fils de médecin? Vous êtes d'une famille de médecins? Non, une famille d'instituteurs. De la région zurichoise? Oui. Mes deux sœurs sont des médecins, et un frère est avocat. Et moi, je suis aussi médecin. Alors, est-ce que vous avez hésité entre le violoncelle et la médecine? Parce qu'on vous voit jouer du violoncelle, on vous verra souvent jouer du violoncelle, on vous connaît en Suisse comme donnant des spectacles de violoncelle. Est-ce que vous avez hésité peut-être une carrière de concertiste plutôt qu'une carrière de médecin? Oui, quand j'étais jeune, à l'école, c'était un tout petit peu toujours cette incertitude. J'aimerais de faire de la musique ou non, et surtout comme prétexte pour quitter l'école, j'aimerais de faire de la musique à l'âge de 15 ans. Malheureusement, heureusement, je suis resté à l'école. Et puis, vers la fin de l'école, je pense que j'aimerais mieux étudier la médecine parce que je pense quelquefois la musique, c'est de luxe. Et ok, c'est une idée si on est jeune, mais quand même, je pense ça toujours, quelquefois encore. La musique, ce n'est pas de luxe, c'est certainement pas, mais quand même, la façon comme on fait la musique ici en Europe, c'est de luxe. Vous n'avez pas pensé aussi à devenir clown? Oui, quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital des enfants à Zurich, j'ai commencé à jouer comme cabarettiste, comme Beato-cello, et j'ai souvent joué pour les enfants. Beato-cello, c'est votre nom d'artiste, ça? Oui, depuis 72. Ouais. Oui. On a un document d'ailleurs là qui date de 74 où on vous voit justement à l'hôpital des enfants, au Kinderspital de Zurich. Alors on va la regarder ensemble. Vous avez trouvé ça? Oui, et d'autres choses encore. Jetzt müssen wir mal abwarten und schauen, wie das weitergeht. Gell? Geht halt ein bisschen umgekippt jetzt. Gut, da ist auch klar. Machen wir so. Et puis là, il faut expliquer que pendant ce temps-là, en 1962, le prince Sihanouk au Cambodge a créé un hôpital qui va devenir très important dans votre vie, puisqu'il s'appelle Kantabofa et qu'il est aujourd'hui celui dont vous vous occupez. 62, vous n'êtes pas encore dans le coup, mais en 74-75, vous allez au Cambodge. Oui. Vous y allez dans quelles circonstances? Comme jeune pédiatre, l'université de Zurich m'a envoyé, c'était une partnerschaft avec l'hôpital Kantabopa, et c'était pour la Croix-Rouge. Kantabopa, hein? Bopa. Kantabopa. Oui, c'était une mission gérée de Croix-Rouge et suisse et payée par le gouvernement suisse. On a aussi des documents là, non? Oui, on a des documents. Il faut simplement se rappeler qu'à ce moment-là, les Khmers rouges ne sont pas encore entrés dans Phnom Penh, ils s'en foutent de 2 ans, mais qu'en revanche, la situation est déjà grave. Moi, je me suis trouvé à cette période, et on s'est croisés sans se voir, c'est vrai qu'il y avait la guerre du Vietnam, c'est vrai que les Américains considéraient le Cambodge comme l'arrière-pays utilisé par le Viet Cong contre les Américains et contre le Sud, et que donc ils ont
beaucoup pilonné le Cambodge et Phnom Penh, et que autour de Phnom Penh, il y a eu, on commençait à enserrer la ville, à la fois les forces sihanoukistes qui étaient plutôt proches du Vietnam du Nord, et les Khmers rouges qui commençaient à apparaître. Donc les roquettes tombaient tous les jours, et c'est dans ces circonstances qu'a été enregistré début 75 par un envoyé spécial, je crois, de la BBC, une interview avec le docteur Richner à l'hôpital Kantabopa. La semaine dernière, par exemple, dit Beat Richner, impossible de savoir combien d'enfants ont trouvé la mort en ville. Ils ne pouvaient pas s'approcher de l'hôpital à cause des tirs de roquettes, et comme vous voyez, c'est dangereux d'accueillir des enfants ici. À cette époque, vous pensiez rester au Cambodge, vous aviez décidé de rester au Cambodge? Pour une année à peu près, mais en avril, comme vous savez, les Khmers rouges sont entre la ville, et puis tous les expatriés étaient obligés de quitter le Cambodge. Vous avez quitté dans quelles circonstances, vous? J'ai quitté 2 ou 3 jours avant. J'ai quitté 2 fois, et puis je suis rentré depuis de nouveau. J'ai quitté 2 jours ou 3 jours avant l'arrivée des Khmers rouges. Oui. Quel était le climat de la ville, vous vous souvenez? Le climat? Oui, l'ambiance, de différentes choses. Il y a du monde qui, on toujours pense, maintenant la guerre veut être finie, c'est terminé, la guerre. Et de l'autre côté, on a eu la peur de l'incertitude, et on ne savait pas tout à fait qu'est-ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est que c'est l'horreur qui est au rendez-vous, Alex. Oui, c'est une horreur qu'on peut essayer de résumer par quelques chiffres, si vous voulez bien. Ce sont ceux qui sont inscrits au musée du génocide à Phnom Penh. Je les ai relevés l'autre jour, la semaine dernière. Du 17 avril 1975 au 7 janvier 1979, 3 314 768 tués ou disparus, 141 808 invalides, 200 000 orphelins, 635 522 maisons détruites, 5 857 écoles détruites, 796 hôpitaux, infirmeries, 1968 pagodes et 144 mosquées. Tout ça en moins de 4 ans, sous la férule des Khmers rouges. Et puis ça ne sera pas tout à fait terminé après les Khmers rouges, d'abord parce qu'il y en a encore aujourd'hui, même dans les montagnes, on ne se déplace pas très facilement, il y a toujours une petite part de danger. Et puis parce que pour se libérer des Khmers rouges, il va falloir l'intervention des forces vietnamiennes. Or, ces sauveurs-là, après quelque temps, n'ont pas été... Ils deviennent vite des occupants. Ouais, ils deviennent des occupants, ils vont l'être pendant près de 10 ans, ce qui veut dire que pendant pratiquement 15 ans, le Cambodge va être pour nous, occidentaux, quasiment inaccessible. Et je pense que pendant ce temps-là, vous aviez l'œil, ou en tout cas l'oreille de ce qui s'y passait. Je crois qu'on peut voir un bref résumé de ces 15 ans. Le pays tout entier est parsemé de charniers. Pendant 3 ans, 8 mois et 20 jours, sous la férule de Pol Pot, le Cambodge a connu l'horreur, la sauvagerie, le massacre et la famine. 1 habitant sur 4 est mort de manière atroce. Parmi le millier de personnes que vous avez massacrées, y avait-il des enfants? Il y a des adultes et des enfants. C'était pas plus dur d'exécuter des enfants? C'est le chef de la coopérative qui me donnait l'ordre d'exécuter des enfants. Moi, j'avais pitié d'eux. Mais comment faire? Je devais obéir aux ordres. Si j'avais refusé d'obéir, j'aurais été moi-même exécuté. Les exécutions se faisaient essentiellement à coups de pioche.
Bon job. Phnom Penh, 25 septembre 1989. Les derniers soldats du corps expéditionnaire vietnamien quittent le Cambodge. Les enfants des écoles et les fonctionnaires ont été mobilisés pour saluer le départ des frères qui, en janvier 79, sont venus les libérer de la barbarie des Khmers rouges. Avec les années, cette occupation est devenue encombrante et même pesante. Trop longtemps mis sous tutelle par leurs puissants voisins, les Cambodgiens ne sont pas mécontents de voir la fin d'une présence militaire qui aura duré 10 ans et 9 mois. Avec un regret pourtant, que les Vietnamiens ne soient pas parvenus à vaincre les Khmers rouges. Alors, Beat Richner, pendant ce temps-là, vous êtes à Zurich, vous ouvrez un cabinet de pédiatrie, vous vous dites finalement, bah, peut-être ma vie va se faire à Zurich. Oui, tout à fait. Quel est l'incident, quelle est la rencontre qui fait que le Cambodge va réapparaître, va de nouveau frapper à votre porte? Oui. Vous voyez, cette expérience en 1975 était tellement grave, on a quitté le pays. Par contre, tous les autres médecins, 900 médecins parmi 953 ont été tués sous Pol Pot. Et puis, on a quitté, on a aussi mauvaise conscience, parce qu'on quitte, c'est comme on quitte encore vivant un champ de concentration. On a survécu et on a mauvaise conscience vis-à-vis des autres qui ont décédé. Et c'est pourquoi j'ai essayé d'oublier toute cette histoire du Cambodge. Et j'ai eu un cabinet qui marchait assez bien à Zurich, et je jouais comme Beato-cello. Et je n'ai jamais pensé de quitter une fois à Zurich. Et par hasard, j'étais à Paris pour voir une opéra. Au moment, c'était l'accord de Paris. La signature des accords de Paris. Oui. En 91? Oui, et un taxi-chauffeur, c'était un Cambodgien, et puis nous avons discuté du Cambodge. Et c'est la première fois que j'ai pensé de nouveau au Cambodge. Et puis je pense peut-être, j'aimerais de voir une fois qu'est-ce que c'est arrivé là, après cette période. Vous aviez presque envie d'y retourner comme touriste pour voir. Oui, en décembre 91, et j'ai visité quelques hôpitaux, c'était la catastrophe là, et puis j'ai rencontré des confrères, et comme ça l'histoire a commencé, on va voir, on a quelques images, on a toujours plein d'images dans notre de votre retour, dans notre hôte. Fin 91 à Regardez. Phnom Penh. Donc ça c'est... oui. C'est Krantabopa. C'est dans quel état là? C'est au moment où on a commencé la restauration. J'ai deux confrères m'ont reconnu de nouveau là-bas, et on m'a demandé du ministère de Santé de restaurer cet hôpital. C'est un hôpital qui a quelle dimension à ce moment-là? C'était zéro, non? Mais quelle est la dimension, la surface? C'est un grand hôpital? En 1965, c'était un hôpital pour à peu près 100 enfants, une centaine. Et puis, c'était rien après. C'était une ruine. Alex? Oui, alors en fait vous allez vous partager entre Phnom Penh où vous êtes allé en touriste mais où vous commencez à vous accrocher, et puis la nécessité de trouver de l'argent, parce qu'une construction, une reconstruction comme ça, elle se fait pas, ça tombe pas du ciel, et même si le ministre vous a demandé de vous occuper de l'hôpital, il manque encore les sous, donc vous allez passer pratiquement du Cambodge en Suisse à de nombreuses occasions, vous gardez encore votre cabinet pendant quelques temps, et on vous voit apparaître sous le chapiteau du cirque CNI. Je vais travailler pour les enfants de Phnom Penh. Les enfants de Phnom Penh.
Alors il y a CNI, mais il y a aussi votre travail au cabinet, et puis la course chez les sponsors, les banquiers, les assureurs, enfin tous ceux qui sont susceptibles d'avoir de l'argent. Comment vous présentez-vous à ce moment-là? Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Vous voyez, à ce moment-là, comme j'étais au Cambodge en décembre 91, j'ai pensé que c'est une bonne chose pour le gouvernement suisse de faire ce projet. Parce qu'à l'époque, à 1975, ce projet était géré par la Suisse et je n'ai pas pensé à moi parce que je suis bien installé à Zurich. Et puis, comme j'ai fait un article à Neue Zürcher Zeitung, et puis tout le monde était enthousiaste, de Berne, on était enthousiaste, de Nestlé, de Rocher, partout. Et je pense ça veut marcher. Et puis je suis rentré à février, j'ai signé un contrat. Comme je rentre de Phnom Penh, personne n'était prêt de aider. Vous étiez déçu, au fond, vous vous êtes dit, bon voilà, tout le monde est derrière moi, il y a le gouvernement, il y a des grandes entreprises. Vous retournez au Cambodge pour signer avec le gouvernement, ce que vous nous dites, vous revenez, puis... Rien. Rien ne se passe. Oui. Et puis le chef éditeur de Schweizer Illustrierte, Peter Rothenbühler, qui est arrivé avec ses enfants chez moi dans le cabinet, a dit il veut aider de chercher l'argent. Et j'ai pensé c'est Critch, qu'est-ce que c'est en français? C'est Critch, de chercher l'argent pour des pauvres enfants. Et je n'aime pas ça, chercher l'argent. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je cherche l'argent. Ah, vous dites, attendez, vous dites que vous n'aimez pas jouer du violoncelle, et quand vous dites... je chante, je joue pour les enfants du Cambodge, c'est un peu difficile pour vous? C'est très difficile de jouer dans un monde de luxe pour des pauvres qui n'ont rien. Alors, bref, Rothenbühler a proposé que Schweizer Illustrierte veut faire quelque chose. Et puis, à la fin, j'ai réalisé qu'on reçoit seulement de l'argent si moi-même je descends à Phnom Penh et j'ai fait les choses. Parce que le peuple qui donne l'argent, eux, veut avoir une comment dit-on? Un répondant. Une garantie, c'est ça. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vous qui vous occupez de ces... Absolument. Et c'est pourquoi je suis parti moi-même. Mais la décision de quitter Zurich et de rester là-bas, maintenant il y a déjà 6 ans, c'était très dur. Cette décision, et maintenant c'est aussi dur et j'ai souvent nostalgie. Ah oui, vous auriez envie de rentrer à Zurich? Oui, c'est toujours dans ma tête, mais pour le moment ce n'est pas possible. Oui, alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes sans doute bloqué pendant encore un certain temps là-bas, puisque le 3e hôpital qui est à Siem Reap est en cours de construction, on en reparlera demain. Oui. Et puis, rien qu'à Phnom Penh, il y a déjà 2 hôpitaux Kantabopa, le 1 et le 2. Quand vous arrivez donc, il n'y a rien. Construction du premier, reconstruction, et puis inauguration, c'est en présence du roi Norodom Sihanouk. Vous êtes là et en voici quelques images. Ça, docteur Richner, je pense que c'est un moment formidable, non? Oui, c'était à 92, il y a 6 ans, en septembre, avec au ce moment-là, c'était encore le prince Norodom Sihanouk. Il était head of state avec Okrashi de Luntag du Cambodge pendant cette phase. Intérimaire, oui. Et vous étiez fier de lui montrer le travail qui avait été fait là? Oui, et lui était très content. C'est là que j'ai appris que Kantabopa, c'était sa fille. Kantabopa, c'était sa fille décédée de leucémie à l'âge de 4 ou 5 ans. Et lui a fait Kantabopa 1 en 1962. Et Kantabopa veut dire fleur odorante, c'est ça? Oui. Et alors aujourd'hui, vous partagez entre les 2 hôpitaux déjà terminés, Kantabopa 1 dont on vient de voir l'inauguration, Kantabopa 2 qui a été inauguré il y a 2 ans, et tous les jours vous passez de l'un à l'autre à la vitesse de la lumière ou quasiment. Je vous ai suivi tant bien que mal. On va commencer par Kantabopa 1 et ça commence très tôt le matin. Très tôt le matin, puisqu'à 6 h du matin, le soleil se lève à peine sur le Mekong et que vous, Beat Richner, vous avez déjà quitté la maison. En passant devant le palais royal, vous vous rendez à Kantabopa 1, où des dizaines de mamans ont convergé. Ça, c'est l'arrière de l'hôpital, mais c'est l'entrée officielle pour les patients. Les mamans ont des enfants dans les bras, ils attendent le début de la consultation. De leur côté, toute la nuit,
Les médecins de garde ont traité les urgences. À l'instant, un nouveau cas grave vient de se présenter. Un enfant que ses parents ont amené à moto à travers la ville, malgré son état. C'est certainement deux choses. C'est une encéphalite japonaise, mais de plus, c'est aussi une tuberculose. Et on devient en rage, en colère, parce que toutes ces maladies, on pourrait éviter. Mais la vérité, c'est ça, et chaque enfant seulement une vie, et c'est très grave. La décision est immédiate, l'enfant est pris en charge, transporté aux urgences, hospitalisé. Et puis, lorsque c'est fait, il est tout juste 9 h, le moment pour vous du premier briefing avec plusieurs dizaines, plusieurs centaines même de médecins des différents services. Les uns font le rapport des événements de la nuit, les autres indiquent les priorités de la journée qui commence. Et vous, Beat Richner, vous régnez sur ce monde avec à la fois une certaine rigueur, mais aussi manifestement de l'humour et de l'affection. Encore des problèmes. Tout sous contrôle. Ok, merci. Et puis ensuite, après le briefing, bref passage par le laboratoire de microbiologie. La plupart des maladies au Cambodge sont microbiennes, mais les microbes sont de plus en plus résistants aux antibiotiques. Et avec vous, un jeune Français, Denis Laurent, supervise les contrôles. On teste les différents germes que l'on a isolés vis-à-vis des antibiotiques que l'on a à notre disposition. Et c'est là où on a eu la surprise de voir un très haut taux de résistance des germes aux différents antibiotiques. Et pour là, ça c'est le germe de la fièvre typhoïde. Pour ce germe-là, nous avons trouvé sur à peu près 2000 à 3000 souches que l'on a depuis nos 4 ans d'activité, nous avons trouvé entre 92 et 95% de résistance vis-à-vis de 3 médicaments qui sont très utilisés au Cambodge et préconisés par différentes organisations. Ces médicaments sont toujours encore sur Essential Drug List de l'OMS. Et l'OMS doit vraiment changer la politique. Pourquoi on utilise encore ces médicaments? Parce qu'ils ne coûtent pas cher. Mais ils ne soignent pas. Et ne soignent pas. Et on dit qu'encore à Genève, c'est trop cher, on ne peut pas utiliser des médicaments Rolls-Royce dans un pays tellement pauvre. Il a le sourire, le docteur, parce que c'est un combat qui va mener tout au cours de la semaine. On va vous confronter un peu avec les gens de l'OMS, parce que vous avez envie de leur dire des choses. Mais Georges Gachot, vous avez eu l'occasion de filmer l'hôpital. Quand on est un réalisateur, cinéaste et qu'on débarque dans l'univers du docteur Richner, qu'est-ce qui frappe le plus? C'est d'abord on arrive dans un pays complètement très différent de chez nous, c'est le chaos total, il y a des voitures qui croisent dans tous les sens et on arrive à Kantabopa et tout est propre, ça marche, c'est fantastique. Et ça, c'est la première chose qui m'a choqué. Et puis bon, rencontrer Beat Richner pour un cinéaste comme moi, c'est émouvant. Et puis c'est aussi un challenge parce qu'on doit essayer de le rencontrer, essayer de faire passer. C'est ça que vous voulez dire. Oui, il faut le suivre, c'est pas facile. Oui. Et puis, mais moi, j'y suis allé d'abord par la musique. Je l'ai connu d'abord par la musique, et c'est ça qui était intéressant parce que on l'a enregistré. On a fait un compact disque avec lui dans une pagode. Il jouait pendant toute une semaine des suites de Bach. C'était assez difficile pour lui, pour quelqu'un qui jonglait entre son hôpital et jouer de son violoncelle. Et les jours passant, en le voyant jouer, et à chaque fois il racontait ce qui se passait dans l'hôpital, ensuite hop, il recommençait à jouer, c'est très fort. Et quand on voit les images qu'on a vues tout à l'heure... On en reverra tout à l'heure aussi d'ailleurs. Il y a toujours le violoncelle qui est présent, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Beat Richner. Et je crois que son succès, c'est aussi parce qu'il fait passer son message par la musique, et ça c'est ce qui m'a fasciné aussi, c'est le pouvoir de la musique. En dehors évidemment du fait que le Cambodge a besoin d'une aide incroyable. Vous nous rappelez, combien y a-t-il de consultations par jour dans vos hôpitaux? Il y a jusqu'à 2000 consultations par jour. En mois de juin, on a eu 42 000 consultations. En juillet, 44 000. Et en août, 42 000 de nouveaux consultations. Et chaque jour, depuis juin, ce sont plus de 120 admissions par jour. Et vous disiez en arrivant, ça m'a beaucoup frappé, au Cambodge, selon nos moyens d'investigation, on peut dire aujourd'hui qu'un Cambodgien sur 3 a la tuberculose. Oui. Tuberculose, c'est le problème numéro 1.
Et c'est aussi un grand problème quand le Pol-Pot, toujours encore, c'est le seul hôpital qui est capable de faire le diagnostic de tuberculose chez l'enfant. Et la tuberculose chez l'enfant, c'est caché par des organisations internationales. De ça, il faut encore parler. La tuberculose, c'est le plus grand problème. Et un peuple qui, à chaque troisième personne a des tuberculoses, ne peut jamais jouer la démocratie et vivre une vie efficace. Et on est battu et on est faible. Et c'est vraiment ça, il faut lutter. Et on pourrait lutter, on pourrait détruire chaque foyer tuberculose qui est contagieux. On pourrait. Mais c'est la question à la fin que je me pose quelqu'un. On pourrait, mais si on veut. Mais il faut. Alors, j'aimerais que vous interveniez, vous, parce que on a bien compris la méthode du docteur Richner. Hein. Il est là, c'est un homme volontaire. En 6 ans, il va abattre un travail extraordinaire. En même temps, quand il tient une piste, il la suit. Il séduit par tous les moyens. Hein. Il convainc, il discute, il s'oppose. Il a des points de vue très tranchés par rapport à, on y reviendra, à l'attitude de l'OMS notamment. Et puis, il va frapper à des portes. Alors vous êtes à ses côtés. Vous le voyez agir. Racontez-nous un peu comment est-ce qu'il s'y prend. Alors il s'y prend avec une énergie assez extraordinaire, ça c'est le premier point sans doute. La chose qui m'a frappé dès le début, après avoir pas mal voyagé dans différents pays du tiers-monde, c'est de rencontrer pour la première fois quelqu'un dont le message était un message d'antiracisme absolu. C'est-à-dire qu'un enfant est un enfant. Il a les mêmes droits, à quel endroit de la planète qu'il ait eu la chance ou suivant comment, le malheur de naître. Et son attitude va un petit peu à l'encontre d'un côté extrêmement paternaliste qui a été pratiqué par beaucoup d'organisations internationales et puis aussi par nos pays souvent, qui consiste à dire que des pauvres ont droit à une médecine aux pieds nus et puis qu'on peut les traiter mais quand même pas aussi bien que les nôtres. Un enfant qui meurt, c'est un enfant qui meurt. Et un enfant qui a la tuberculose, on peut le sauver avec les moyens qui sont les mêmes en Suisse qu'au Cambodge. Et ce message-là, c'était un message que j'ai trouvé extrêmement convaincant, extrêmement courageux. Et c'est la raison pour laquelle je crois que nous sommes de plus en plus nombreux à nous engager aux côtés du Dr Richner. Et ça représente quel genre d'appui vous pouvez le quantifier? Vous pouvez nous dire Je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui sont extrêmement actifs. En ce qui concerne les gens en Suisse romande qui ont commencé à s'intéresser à la cause du Dr Richner, nous sommes encore un petit groupe, et puis c'est un petit peu une activité annexe d'essayer de chercher des fonds, d'aider à organiser des concerts et autres, mais je pense que ça va augmenter au fil des années. Moi, je vous propose juste qu'on retourne dans ce pays extraordinaire, qu'on retrouve le violoncelle, que l'on retrouve un extrait de votre film, parce que jouer Bach par cette température, jouer Bach, il faut avoir le cœur bien présent. On va le retrouver, Bach. On est en train de le chercher, mais c'est sûr qu'on va le retrouver. Voilà. Peut-être. Ouais, peut-être. Non, mais puisqu'on parle de cela, il faut dire en effet qu'il y a un certain nombre de concerts, que vous êtes venu en Suisse, revenu en Suisse pour donner un certain nombre de concerts. On en reparlera un peu plus longuement demain, mais vous jouez demain soir à Genève, vous jouez vendredi, sauf erreur, ou jeudi. Samedi à Zurich. Samedi à Zurich. Donc c'est important, et c'est pour vous un des moyens de récolter de l'argent, mais il vous arrive, et Georges Gachot le disait tout à l'heure, d'aller jouer uniquement pour les dieux du bouddhisme, et c'est là qu'on va vous retrouver pour cet enregistrement. J'ai toujours adoré le violoncelle et j'ai toujours trouvé cet instrument très beau. J'ai commencé à en jouer dès l'âge de 9 ans. Quand j'étais à l'école, je voulais être musicien. Mais ensuite, j'ai changé d'avis parce que j'avais une relation ambivalente avec la musique. Je considérais parfois la musique comme un luxe. À quoi sert-elle? Que peut-elle apporter? J'étais toujours un peu partagé. Maintenant, avec l'âge,
Je vois les choses sous un autre angle. La musique n'est sûrement pas un luxe. Elle est importante pour l'âme. Elle lui permet de vivre et même de survivre. Oder überhaupt überleben. Voilà, c'est magique, c'est pour 20h10, hein, deuxième chaîne, oui. Belle séquence, bravo. On revient un peu à votre hôpital, enfin aux gens qui travaillent avec vous, parce qu'on a vu des images tout à l'heure tournées par Alex. Très frappant de voir tous ces médecins, ces infirmiers ou infirmières autour de vous. Ils sont essentiellement cambodgiens. Oui. Nous employons maintenant 130 Cambodgiens et à l'hôpital sont encore employés 4 expatriés. Et pour la construction, maintenant, nous avons encore 4 autres expatriés. Mais c'est un hôpital qui marche, ce sont les Cambodgiens qui travaillent là. Et eux travaillent bien. On est vraiment très, très motivés. C'est une grande surprise et le plus grand succès que, par exemple, pendant les événements, le 5, 6, 7 juillet 1997, tous les Cambodgiens sont arrivés à l'hôpital pour travailler. Et c'était le seul hôpital au pays qui a travaillé pendant cette période très, très dure et dangereuse. Et même maintenant, on a travaillé depuis 3 mois chaque dimanche, comme normal, comme vendredi. Parce qu'on a eu cette épidémie de dengue et tellement beaucoup de malades. 4500 hospitalisations par mois. Et c'est une grande motivation et c'est un bon travail et c'est vraiment, j'adore ça, cette motivation, c'est impressionnant et incroyable. Et on a prouvé que c'est possible de travailler d'une façon sérieuse et professionnelle au Cambodge. C'est possible. Je propose qu'on retourne à des moments heureux, non ? Oui, parce que, évidemment, le fait de travailler comme ça, ça a eu pour effet que l'hôpital a été très rapidement plein. Quant à Beaupain, qui était grand, pourtant, enfin, qui est grand, qui arrive à avoir 1500 à 2000 consultations par jour, mais il n'y avait pas moyen, donc il fallait trouver une autre place. Et c'est là où vous êtes quand même un peu heurté à une partie des autorités cambodgiennes, parce que vous faites de la médecine gratuite dans un pays où la corruption est tout de même reine, ou en tout cas princesse, et ça vous a posé problème au point que vous n'arriviez pas à trouver de place pour réussir à construire une annexe, un deuxième bâtiment. Et c'est le roi Norodom Sihanouk qui est venu à votre secours en mettant à votre disposition, à l'intérieur même de l'enceinte du Palais Royal, un lieu qui va devenir Kanta Bopa II et qui est inauguré il y a 2 ans en présence de Norodom Sihanouk et de Jean-Pascal de la Mura. Chaque enfant a le droit d'être traité d'une façon professionnelle, juste et correcte. Une médecine correcte ne peut se pratiquer que dans des conditions normales. Il n'existe pas de médecine de base bon marché. Pour le Cambodge retrouvé. Beat Richner. Beato Cello pour les initiés de la musique. Vous êtes un de ces êtres généreux et impétueux par qui bouge le monde. Généreux et impétueux, rigoureux jusqu'à gêner, mais extraordinairement, merveilleusement sensible. Jean-Pascal de la Mura, premier chef d'État à se rendre au Cambodge depuis les élections de 1993, et le roi Sihanouk, qui n'était pas apparu en public depuis 3 mois, ont inauguré aujourd'hui à Phnom Penh un hôpital pour enfants. Le second, créé dans la capitale cambodgienne par Beat Richner. Ça, c'est un beau moment, là, non, je suppose. On voit Jean-Pascal de la Mura vous rendre hommage. Impétueux, dit-il. Vous êtes impétueux, vous ? Qu'est-ce que vous voulez dire Impétueux, qui a du caractère, qui n'hésite pas à foncer. Moi ?
Oui, oui, il me semble. Là, vous cachez un peu votre jeu. Oui, oui, oui. Mais, voyez, sans ça, on n'arrive jamais. C'est dur. Et il faut aller tout droit, comme un rhinocéros. On va retrouver le rhinocéros dans Cantabopa 2. C'est à quelques centaines de mètres. Voici les images. On vous retrouve arrivant à Cantabopa 2. Cantabopa 2, vous vous rendrez en voiture, non pas par sens du confort, mais pour ne pas perdre de temps. Le bâtiment de Cantabopa 2 est plus petit, les malades sont moins nombreux, mais c'est ici que sont concentrées les technologies médicales les plus modernes, à commencer, et vous allez le voir maintenant, par une installation de résonance magnétique que certains trouvent trop luxueuse pour un pays comme le Cambodge. Et vous allez bien sûr répondre avec des arguments Jean-Pascal Delamura. Il y a 2 ans, c'était l'inauguration de Cantabopa 2, présidée par le roi, Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk du Cambodge, et aussi par notre président de la Confédération, Jean-Pascal Delamura. Et là, Jean-Pascal Delamura a dit au roi, si quelqu'un dit que cette machine est trop sophistiquée pour un pauvre pays comme le Cambodge, il s'agit d'un néocolonialiste. Autre priorité absolue, la banque du sang. La plupart des maladies au Cambodge requièrent de multiples transfusions. Les proches des malades, mais aussi de nombreux anonymes, viennent donner leur sang. Et là encore, les technologies sont modernes, comparables, vous le voyez, à celles qu'utilisent les hôpitaux occidentaux. Car il faut en particulier, pour pouvoir contrôler la qualité du sang, avoir un certain nombre d'appareils pour éviter de mettre en danger la vie des enfants. Sans ces contrôles, on veut contaminer par jour jusqu'à 10 enfants par sida, parce que 7% des donateurs sont sida HIV positifs, 12% hépatite B positif et 4% hépatite C positif, moins passé même 6% hépatite C positif. Et sans des transfusions, l'enfant est perdu. Voilà, la visite continue. On va vous voir pour une autre maladie, mais c'est comme ça tous les jours pour vous. C'est fièvre hémorragique très très grave. On a donné déjà 7 flacons de transfusion, mais maintenant on a sauvé l'enfant. La circulation est stable, la situation hémodynamique est stable. Et on peut voir aussi, l'enfant se gratte déjà, la chose est sauvée. L'enfant est sauvé. C'est un grand travail pour tout le personnel. Nous avons des cas tellement graves, beaucoup. Nous avons par jour, quelquefois 60 jusqu'à 100 enfants en choc. Et la seule chose de traiter, ce sont les transfusions. Et probablement après-demain, l'enfant peut sortir. Mais maintenant, c'est sauvé 100%. Alors Beat Richner, on va y revenir tout au cours de la semaine, mais on a quand même déjà envie de vous poser cette question. On voit votre présence, on voit votre engagement, on voit les gens qui sont autour de vous, mais à quel point vous êtes vital dans une organisation comme cela. Si un jour la mélancolie l'emporte, que vous avez envie de revenir à Zurich, est-ce qu'il y aura toujours un hôpital qui fonctionnera? Est-ce que les mêmes gens resteront en place ou non? J'ai confiance aux Cambodgiens et aux confrères du Cambodge. Pour le moment, il faut encore avoir les moyens de dehors. Le running cost, c'est 10 millions par an, 10 millions Suisse francs. Il faut avoir ça, mais je pense que l'hôpital veut survivre soi-même. Et bientôt. Parce que quand on compare cette sous-région, hein, si on va en Thaïlande par exemple, on y trouve des hôpitaux qui sont relativement modernes, qui sont bien équipés, et on n'a pas trouvé pendant longtemps l'équivalent au Cambodge. Comment vous expliquez ça, vous? C'est difficile d'expliquer ça. Le Cambodge est très très pauvre. Il y a la guerre depuis 1970. La guerre a déjà commencé avant 1975 par les bombardements des Américains. Les Américains ont détruit un tiers du pays. Et comme ça, CIA a jeté le prince Sihanouk. Et comme ça a commencé la guerre. C'était un pays neutre, on a violé la neutralité. Et la guerre commençait là. Et je veux seulement encore dire, à cause de cette histoire, sans ces batailles des États-Unis,
ont violé la neutralité du Cambodge. Jamais ce serait possible que les Khmers rouges ont une puissance tellement importante. Jamais, jamais. On a poussé toutes les forces idéalistes dans les bras des Pol Potiens par ces bombardements et cette guerre des États-Unis. Et puis, c'est depuis ce moment-là, c'est difficile. Le Cambodge n'arrive jamais de se reposer et les donations n'arrivent pas assez, peut-être parce qu'on ne peut pas faire des business assez. Et, puis, et peut-être aussi tout simplement parce qu'un tiers ou un quart de la population a été anéanti et que le choix des Khmers rouges, c'était d'abord d'anéantir systématiquement quiconque avait fait des études. Oui, une génération, toute l'élite était tuée. Et c'est la différence vis-à-vis de Vietnam. La génération, l'élite est tuée. Ça manque l'éducation de base. Une dernière chose, puis je crois qu'on va y revenir demain, impérativement, naturellement, sur ces événements douloureux et sur les traces. Mais dans un ouvrage que vous avez publié qui s'intitule Kantabopa, combat d'un médecin suisse au Cambodge, qui est apparu aux éditions du Nouveau Quotidien, vous dites à un moment que dans les enfants que vous recevez ou dans les adultes que vous recevez, il y en a qui souffrent aujourd'hui de manière absolument massive de malformations crâniennes, qui seraient des malformations liées au défoliant et liées à la guerre du Vietnam. Oui. Oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Nous avons chaque jour des petits nouveau-nés, malformations, et ces malformations sont causées parce que les mères étaient exposées comme enfants aux dioxines qui étaient jetées par les États-Unis deux fois, une fois je pense 73, une fois 71, dans les régions à la frontière au Vietnam. Et ces mères sont, on peut encore voir dans les tissus, la concentration de dioxine est élevée. Maintenant, le Vietnam est en train de porter plainte. Et nous avons beaucoup des enfants, et quelques enfants, il faut opérer, on peut opérer. Et là aussi, il faudrait avoir des fonds des États-Unis qui ont causé ce problème. On n'a pas des fonds. Que les responsables réparent, au fond, c'est ça que vous dites. Oui. Si vous voulez bien, on va terminer cette première journée avec du violoncelle quand même. D'accord ? Vous seriez d'accord de jouer pour nous? En rappelant que vous êtes ici, hein, Alex, c'est pour 2 concerts, un demain. Oui, demain soir, au Beau Rivage à Genève, c'est à 18h 19... À 18h, je veux jouer, aussi faire des petites chansons et un tout petit peu raconter la réalité de là-bas. Merci, Dr Richner. On le laisse retrouver son violoncelle qui voyage toujours avec lui partout. Hein, c'est le privilège des violoncellistes.
Merci beaucoup et on va se retrouver demain. Merci au public qui a suivi cette émission, en particulier la SRT Vaud, qui nous a fait l'amitié d'être avec nous. On les accueille toujours avec beaucoup de plaisir. Demain, rendez-vous avec vous pour continuer ce chemin superbe, le chemin du docteur Richner, et puis une réflexion plus générale sur le Cambodge qui s'établira tout au cours de la semaine. Merci à vous. Et puis bon succès pour le film ce soir.